Salut à tous et à toutes, mercredi 22 avril 2026. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau rendez-vous de l'information. Voici le Grand Journal, votre édition complète avec les faits marquants, les analyses et les enjeux qui dominent l'actualité nationale et internationale. Depuis les studios de Swag Radio, dans la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts, Ehrlich, Dorellas, pour présenter le Grand Journal. Swag Radio, énergie, le flow et l'attitude. On est avec du style et tout de suite, voici les infos. Le président américain Donald Trump annonce la prolongation du cessez-le-feu sans en préciser la durée. Le président a annoncé avoir pris cette décision à la demande des autorités pakistanaises qui s'efforcent d'organiser un deuxième cycle de pourparlers de paix à Islamabad. Le récit est signé Euronews dans ce grand journal. Peu avant l'expiration du cessez-le-feu de 15 jours en Iran, Donald Trump a annoncé mardi sa prolongation sans en préciser la durée. Le président américain a indiqué avoir pris cette décision à la demande du Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif et du chef de l'armée, le maréchal Asim Munir, qui s'efforcent d'organiser un deuxième cycle de pourparlers de paix à Islamabad. Initialement prévu lundi, ces pourparlers ont été compromis par le retrait de Téhéran, intervenu après le renforcement du blocus naval américain autour de ports iraniens et la saisie d'un cargo dimanche, des mesures considérées comme une violation du cessez-le-feu par l'Iran. La prolongation de la trêve a été saluée par la communauté internationale. It is very important that we give continuity to the process. This is a complex process. We have the nuclear aspect, which is, of course, extremely complex, and this is the one where I, as IEA, have been engaging with. But there are, of course, other important issues related to the Hormuz Passage, related to ballistic missiles, related to regional questions. So I think it's very important that an opportunity for peace is given. Téhéran, de son côté, n'a pas encore réagi officiellement à l'annonce de cette prolongation. Dans un message diffusé à la télévision d'État, les autorités iraniennes ont promis une réponse ferme en cas d'agression américaine ou israélienne. Dans le même temps, le détroit d'Ormuz reste fermé et en conséquence, les cours mondiaux des prix du pétrole continuent de grimper. Le Brent, référence internationale, s'échangeait mercredi à près de 99 $ le baril, une hausse d'environ 4 $ par rapport à la veille, les marchés anticipant une reprise des hostilités. Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a déclaré qu'il espérait que les États-Unis et l'Iran continueraient à respecter le cessez-le-feu et parviendraient à un accord de paix complet pour mettre définitivement fin au conflit. Le récit est signé CGTN News dans ce grand journal. Ici à Islamabad, l'incertitude grandit à quelques heures seulement de ce qui devait être un deuxième cycle crucial de pourparlers entre les États-Unis et l'Iran. Le Pakistan s'est préparé à accueillir les deux délégations, mais pour l'instant, l'Iran a indiqué qu'il ne se présenterait pas. Téhéran accuse Washington d'avoir violé le cessez-le-feu et pointe du doigt le blocus naval américain en cours comme un obstacle majeur. Les responsables à Islamabad réagissent avec prudence. Aucune critique publique n'a été formulée à l'encontre de l'Iran. Au contraire, les autorités présentent la situation comme un retard plutôt qu'un échec, soulignant que la communication avec les deux parties se poursuit afin de maintenir la voie diplomatique ouverte. Du côté américain, la situation reste incertaine. Le président américain Donald Trump a déclaré qu'une délégation était en route pour Islamabad, mais le calendrier reste flou. Certains rapports suggèrent que les préparatifs sont toujours en cours, tandis que d'autres indiquent qu'une arrivée pourrait avoir lieu à tout moment. On ne sait toujours pas si les deux parties se retrouveront effectivement dans la même ville au même moment. Ce qui est clair cependant, c'est le niveau de préparation sur le terrain. La sécurité à Islamabad a été considérablement renforcée avec un déploiement accru de forces de police et paramilitaires. Les points de contrôle se multiplient autour des principaux quartiers diplomatiques et les déplacements ont été restreints à proximité des lieux de rencontres potentiels. On peut constater le déploiement à travers la ville, les banderoles qui bordent les rues, une forte présence médiatique et une couverture ininterrompue à la télévision locale. Autant d'éléments qui témoignent de l'importance prise par cet événement. Zoom sur le détroit d'Ormuz sur BFM TV vers une pénurie mondiale de capitaux. Le détroit d'Ormuz, passage stratégique reliant le golfe Persique à l'océan Indien, est une fois de plus au cœur des inquiétudes géopolitiques mondiales. Chaque jour, près de 20% du pétrole mondial transite par ce corridor maritime étroit
Mais au-delà des risques énergétiques, une question plus profonde émerge. Une crise à Hormuz pourrait-elle provoquer une pénurie mondiale de capitaux? Tous les détails sur la chaîne BFM TV dans ce grand journal. Bonjour Wilfried Galland. Bonjour Sandra, il faut arrêter de mordre. C'est vrai, directeur général adjoint de Montpensier, Arbevel. On parle de Hormuz qui se referme, après s'être ouvert. Évidemment, ça change toutes les demi-journées. Il y a des conséquences économiques évidemment, mais c'est un canal de financement majeur de l'économie mondiale et américaine qui pourrait se refermer. Et peut-être qu'on irait vers une pénurie des capitaux. C'est ce qui vous fait peur? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'on ne le voit pas aujourd'hui. Clairement, on n'a pas du tout d'impact aujourd'hui sur les flux de financement de l'économie mondiale, ni sur les flux dans les marchés financiers. Mais ce qui est clair, c'est que compte tenu de ce qui est en train de se passer dans la région, et c'est une région qui est très importante aujourd'hui pour justement le financement d'un certain nombre d'opérations. Il faut pas oublier que c'est le fonds souverain, par exemple, d'Arabie Saoudite, qui a fait une opération à plus de 50 milliards de dollars pour enlever Electronic Arts de la bourse, avec le soutien de JP Morgan. Oui. Et quand vous voyez les deals de M&A qui sont faits à Wall Street, à peu près la moitié implique des capitaux venus du Golfe. Donc aujourd'hui, il n'y a pas aujourd'hui d'impact, mais compte tenu de ce qui est en train de se passer, il est très probable que les capitaux qui étaient fléchés vers les fonds souverains qui après allaient faire des opérations et donc alimenter cette espèce d'énorme masse d'épargne qui allait se déverser dans les marchés, dans l'intelligence artificielle, dans les data centers, dans d'autres types d'économies, il est fort à parier que tout ceci va se réorienter vers des investissements dans les infrastructures dans la région, par exemple dans des pipelines, dans des usines de drones, dans de la protection directe des populations et de l'économie, et ne va plus alimenter cette espèce de flux financier permanent, à la fois vers la dette américaine, ça tout le monde en parle, cette espèce de financement vers la dette américaine, mais globalement dans l'économie financière. Et donc on va avoir probablement un espèce de rétrécissement de cette masse d'épargne dans lequel tout le monde tapait. Et donc là, il va falloir suivre ça. Pas nécessairement là dans les semaines qui viennent, mais je pense dans les trimestres à venir, d'ici 1, 2, 3 trimestres. Comment est-ce que tout ceci, une fois que la poussière sera retombée, comment est-ce que tout ceci va se rééquilibrer au niveau de l'épargne mondiale et au niveau des circuits de financement? Il va y avoir des impacts. On n'est pas quand même à la fin de l'histoire. Oui, on n'est pas à la fin de l'histoire et on ne sait pas tellement où on en est dans l'histoire parce que ça change justement et la poussière ne retombe pas pour le moment. Donc c'est ça que ça finalement, c'est comme le plat quand il y en a partout à la fin. Ouais. Est-ce que les marchés le voient? Est-ce qu'ils sont dans le déni aujourd'hui? Alors, ils sont pas aujourd'hui dans le déni, mais ils sont dans une espèce d'équilibre pour dire, mais en fait, il se passe quelque chose aujourd'hui qui, jusqu'à présent, a été déjà testé dans le passé. Vous savez, dans les marchés financiers, on a deux volets. On a ce qui n'a jamais été testé, et ça en général c'est la grande sidération et parfois les grandes paniques. Ça a été le cas par exemple quand vous avez laissé tomber Lehman Brothers en 2008. Ça a été le cas lorsque vous avez justement des chocs comme la pandémie. On dit d'un seul coup on n'a jamais... Coup de projecteur sur le cessez-le-feu. Le professeur Jamal Walkim, professeur d'histoire contemporaine et de relations internationales à l'université libanaise, analyse la situation autour de la prolongation du cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis. Écoutons les détails sur la RT dans ce grand journal. Professeur Jamal Walkim, bonsoir, merci d'être avec nous sur RT en français. Alors, peut-on s'attendre à un retour des hostilités si l'Iran ne se présente pas à la table des négociations? Bonsoir. Je crois que c'est une faible possibilité. Parce que jusqu'au moment, je crois que chaque parti essaye de pousser ses revendications le plus haut possible. Mais et pour l'Iran, il essaye de convaincre Donald Trump que ces enjeux, surtout le blocus qu'il a essayé d'imposer sur Hormuz, ne serait pas accepté par l'Iran. Alors, les Iraniens revendiquent la levée de ce blocus avant d'accepter des négociations. Alors que pour Donald Trump, il essaye d'imposer sa volonté
en montrant surtout aux Américains que c'était lui qui a imposé ou bien poussé les Iraniens à accepter ces conditions. On est face à quelques heures très cruciales, mais je suis un peu optimiste qu'il y aurait des pourparlers dans des heures à venir. Vous avez évoqué, professeur, le détroit d'Ormuz. Pensez-vous que ce cessez-le-feu a été mis à mal, a été fragilisé par les tensions autour du détroit d'Ormuz? Bon, je crois que c'est comment dire, la crise est plus profonde. D'une part, les États-Unis essayent de s'imposer d'une manière ou d'une autre après l'échec de tous les objectifs de Donald Trump à travers l'agression, parce que en fin de compte, il comptait changer le régime en Iran. Alors pour les Iraniens, c'est une affaire de revendiquer ce qu'ils considèrent comme leur droit, surtout après les sacrifices qu'ils ont payés dans cette guerre de 40 jours jusqu'à maintenant. Alors, je crois que les Pakistanais essayent bien d'arranger un deal entre les deux parties. Et je crois qu'on n'aurait pas recours à la guerre une autre fois. Alors oui, justement, en dépit de cette situation volatile, donc une prolongation du cessez-le-feu serait-elle envisageable par le président américain Donald Trump? Bon, je crois que oui, parce que d'après ce qu'on connaît de lui, il essaye toujours de pousser les choses à l'extrême avant d'essayer d'avoir un deal avec l'autre partie. J'espère bien que ça se... Donald Trump a annoncé la prolongation du cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran, tout en maintenant le blocus américain sur les ports iraniens. Téhéran est lui prêt à reprendre les négociations en cas de levée de ce blocus. Le reporter de France 24, Fiavos Gavi en Iran, pour les détails dans ce grand journal. Ce qu'on ressent ici, c'est que l'Iran a montré, par exemple, hier, les gardiens de la Révolution ont montré une cinquantaine de missiles qui sont venus sur les grandes places de Téhéran, mais aussi dans les villes de province, autour, à l'intérieur de ces rassemblements nocturnes qu'on voit depuis maintenant 50 jours, pour montrer que l'Iran est prêt à une reprise de la guerre. Il y a eu une menace aussi contre les monarchies arabes du Golfe Persique. Les gardiens de la Révolution ont affirmé que toutes les installations pétrolières et gazières des monarchies arabes du Golfe Persique seront totalement détruites en cas de nouvelles attaques américaines contre l'Iran. Mais dans le même temps, l'Iran est prêt à reprendre les négociations à Islamabad, mais demande que les Américains lèvent ce blocus contre les ports iraniens. Pour Téhéran, c'est important de ne pas céder face aux pressions américaines, parce que Téhéran estime avoir gagné la guerre, et donc pas question que les Américains imposent leurs conditions pour la reprise des négociations. Nous irons à Cuba. Les Cubains sont inquiets. Toute l'activité économique du pays est sur pause. Depuis le début du mois de février, il n'y a pratiquement plus de voitures sur le fameux Malcon depuis que Donald Trump a imposé un blocus pétrolier sans précédent, provoquant la crise la plus grave de l'histoire cubaine, pire même que celle qui a suivi la chute de l'URSS en 1991. En 10 ans, le gouvernement n'a rien fait, au contraire, déplore une cubaine qui tente tant bien que mal de joindre les deux bouts. Le reportage de Jean-Michel Leprince de Radio-Canada dans ce grand journal. Aleida connaît tout le monde dans son quartier de Cathédrale au centre de la Havane, parce qu'elle les a tous eus dans sa classe. Elle enseigne à ses enfants, elle a enseigné à leurs parents et même à leurs grands-parents. 47 ans d'enseignement.
y lo adoro. Esta es mi escuela. Elle aime son métier, elle aime les enfants qu'elle a éduqués à tel point que même si elle a pris sa retraite il y a 5 ans, elle enseigne encore dans cette école, plus près de chez elle. Nous l'avions rencontrée il y a 10 ans, quand la visite du président Barack Obama avait suscité tant d'espoirs de changement qui ne se sont jamais concrétisés. En 10 ans, le gouvernement n'a rien fait, au contraire. C'est l'argent qui manque. Il faut du changement. Tout est trop cher. Elle continue à enseigner parce qu'elle adore ça, mais ce n'est pas entièrement désintéressé, car elle peut ajouter un salaire à sa pension de retraite, qui, les deux mises ensemble, lui donne 9 000 pesos par mois, soit 20 $. Compte tenu de la forte inflation, Aleida a le même revenu qu'il y a 10 ans. Alors, dans ses temps libres, une fois le ménage fait, dans son petit logement pauvrement meublé, elle soigne les ongles de ses voisines et de ses amis comme Maribel. La fille de Maribel est à Miami. Elle lui envoie un peu d'argent à Noël, mais pas plus parce que là-bas, sa vie d'émigrée cubaine, mère célibataire, n'est pas facile. En plus de faire les ongles, Aleida vend du café et des cigarettes, quand elle ne les donne pas. Toute l'activité économique de Cuba est sur pause depuis début février. Il n'y a pratiquement plus de voitures sur le fameux Malecón, sauf si elles sont électriques parce que l'essence est rationnée. Sans transport, les Cubains doivent travailler beaucoup moins, aggravant ainsi la situation. Le manque de diesel affecte les centrales électriques trop anciennes. Donald Trump a imposé un blocus pétrolier sans précédent, provoquant la crise la plus grave de l'histoire cubaine. C'est la plus dure de toutes les crises, plus grave que celle qui a suivi la chute de l'URSS en 1991, qu'on a appelée la période spéciale. Cuba s'est adapté. La crise affecte tous les Cubains, mais certains plus que d'autres. Les fonctionnaires, les retraités, les plus pauvres. Donald Trump frappe Cuba à un moment où l'île est la plus vulnérable. D'abord parce que le pays a des dettes et n'a plus de réserves. Le système productif s'est effondré. Il est de 40% inférieur à ce qu'il était en 1989. Les salaires du secteur public n'ont jamais suivi ceux d'un secteur privé encore embryonnaire. Alors les inégalités sont insupportables. La pauvreté a augmenté, c'est indéniable. On n'a pas le choix, il faut continuer. Alors qu'Aleida garde le moral, d'autres n'ont pas ses ressources et son énergie et ils n'hésitent plus à crier leur colère. Que les politiciens se débrouillent entre eux, Trump, Diaz-Canel, nous on a faim, on n'a rien. Qu'on me mette en prison, dit cette ancienne enseignante, je m'en moque, on me frappe à terre. Mais les Cubains en ont vu d'autres. La vie à Cuba suit son cours normal, dit Juan Triana, dans l'ensemble. Oui, nous sommes inquiets, mais nous les Cubains, nous avons une façon de gérer cette inquiétude d'une autre manière, bien différente de ce qui se passe dans d'autres pays. Jean-Michel Leprince, Radio-Canada, La Havane. Aux États-Unis, le patron du FBI se retrouve dans la tourmente après des révélations du magazine The Atlantic. Kash Patel aurait des épisodes de consommation excessive d'alcool et d'absence inexpliqués. Le récit signé France TV Info dans ce grand journal. Une bière à la main, déchaîné. Cet homme, visiblement éméché, est le directeur du FBI en service. Il occupe l'un des postes les plus stratégiques au monde et il fête la victoire des hockeyeurs américains à grand renfort d'alcool. Cette fois-ci, c'était filmé. Mais selon la presse américaine, c'est une habitude. Kash Patel, le patron du FBI, aurait un problème avec l'alcool. Des comportements erratiques et paranoïaques au travail. Sur les plateaux télé, les récits de ces frasques font couler beaucoup d'encre. À plusieurs reprises, ils n'arrivaient pas à le réveiller parce qu'il était ivre. Une fois, ils ont dû utiliser un bélier pour forcer sa porte. Kash Patel n'arrivait pas à se connecter à son ordinateur. Il a cru qu'il avait été viré, il a commencé à paniquer, à appeler tout le monde. En fait, c'était un bug informatique. Certains y voient un problème de sécurité nationale. Il devient la risée de l'opposition.
Le démocrate Gavin Newsom publie cette vidéo générée par l'IA d'un Kash Patel escorté par ses propres agents. Ce dernier a annoncé poursuivre pour diffamation le magazine qui a sorti l'affaire. On ne va pas laisser passer ça. Vous voulez attaquer ma personnalité? Allez-y, on se voit au tribunal. Avocat de profession, Kash Patel est l'un des proches de Donald Trump. Il a même écrit des livres pour enfants où le roi Donald Trump, victime d'un complot, est défendu par son fidèle magicien, reconnaissez Kash Patel. Mais ce n'est pas la première fois que le directeur du FBI est au cœur des polémiques, accusé notamment d'avoir menti sur l'affaire Epstein ou encore d'avoir des liens avec le Kremlin. Avant d'être en poste, il a reçu 25 000 $ d'une société de production détenue par un Russe proche de Poutine. Selon les médias américains, Donald Trump envisagerait de renvoyer cet allié de toujours, devenu trop encombrant. Le Tchad annonce le déploiement de 1500 soldats pour lutter contre les gangs en Haïti. Dans un contexte sécuritaire toujours plus préoccupant en Haïti, le Tchad a annoncé son intention de déployer un contingent de 1500 soldats afin de soutenir les efforts internationaux visant à rétablir l'ordre dans le pays. Cette décision marque une nouvelle étape dans la mobilisation internationale face à la montée en puissance des gangs armés qui paralysent une grande partie du territoire haïtien, notamment la capitale Port-au-Prince. Le récit est signé Africa News dans ce grand journal. Le Tchad se prépare à déployer 1500 soldats en Haïti dans le cadre de la nouvelle force de sécurité soutenue par l'ONU, destinée à lutter contre la violence des gangs qui sévit dans le pays. Selon les autorités tchadiennes, environ 400 militaires sont déjà présents sur le territoire haïtien. Selon des sources locales, le 1er avril dernier, un premier contingent d'une 50aine d'agents a d'ailleurs été déployé. D'après l'ONU, les gangs contrôlent désormais presque toute la capitale Port-au-Prince et ont étendu leur influence au-delà de la ville. La mise en place de cette nouvelle force de répression des gangs doit répondre aux difficultés de financement, au retard logistique et à l'instabilité politique que connaissait la force multinationale. Outre le Tchad, plusieurs pays dont le Sri Lanka, la Côte d'Ivoire, le Bangladesh, la Sierra Leone et la Zambie doivent également déployer des troupes afin de compléter les effectifs. La transition entre la nouvelle force de sécurité et la force multinationale encadrée par le Kenya a été fixée au 27 avril prochain. Vous suivez le Grand Journal sur Swag Radio avec Arlette Dorelas. Depuis le studio de Swag Radio dans la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts, Alexa Open, Swag Radio. Écoutez Swag Radio 24 heures sur 24 en air avec du style. P-News pour rester bien informé, les infos à la vitesse de la lumière, info sans cassure, sans bavure sur P-News, votre référence en matière d'infos. Pour bien manger, c'est Brothers Café Créole de Place to Be, la bonne cuisine haïtienne au 299 Main Street Everett. Chiffré le 617 294 1425. Brothers Café Créole Delicioso. En Haïti, processus électoral. Uder Antoine installé comme directeur exécutif du CEP. Le conseil électoral provisoire CEP a officiellement installé Uder Antoine dans ses fonctions de directeur exécutif lors d'une cérémonie organisée au siège de l'institution électorale en Haïti. Cette nomination intervient à un moment jugé crucial pour la relance du processus électoral dans le pays. Le récit est signé Radio-Télé Métropole dans ce grand journal. Alors que le doute s'amplifie depuis la mise à l'arrêt du processus électoral, le CEP a présenté son tout nouveau directeur exécutif ce lundi. Déjà en poste entre 2016 et 2019, Uder Antoine fait son retour au sein de l'institution électorale. Pour le président du conseil électoral provisoire, Jacques Desrosiers, il s'agit d'une nomination significative au moment où le Conseil travaille à rendre la machine opérationnelle. Je n'ai pas trop de choses à vous dire, ni à vous apprendre de l'administration. Également, je n'ai pas trop de choses à vous apprendre du processus électoral, puisque, comme je viens de dire tout à l'heure, vous avez été le dernier directeur exécutif à organiser des élections dans ce pays. Question pour vous rappeler les attentes du Conseil.
Le Conseil attend de vous que vous conduisiez le processus à terme. Un processus qui, depuis 2024, a connu plusieurs modifications, a connu des hauts et des bas. Mais aujourd'hui, avec votre retour, le Conseil espère que vous allez conduire le processus à terme. De retour à ses fonctions, Uder Antoine voit dans ce moment un engagement renouvelé envers la démocratie. Il entend piloter les décisions stratégiques et les opérations techniques nécessaires à la relance du processus électoral. Parmi ses priorités, l'harmonisation des relations entre le CEP et la direction exécutive, le renforcement de la transparence et l'application des orientations du décret électoral dont la révision est prévue par le Pacte national pour la stabilité. Dans cette perspective, la consolidation de la gouvernance au sein de l'administration électorale constitue la priorité stratégique de mon action. Mon parcours au sein de l'administration publique m'a appris que les institutions ne se renforcent pas ni par les discours, ni par les intentions, mais par des pratiques rigoureuses, une culture de résultats et une exigence constante de redevabilité. C'est cet état d'esprit que je compte insuffler au sein du CEP. Une gouvernance forte, rigoureuse, transparente et responsable. Si les conditions pour la tenue d'élections ne sont pas encore pleinement réunies, le directeur exécutif sortant, Philippe Augustin, souligne les avancées réalisées lors de son passage. Une dynamique a été amorcée selon lui, même s'il reconnaît que d'importants efforts restent à faire pour rendre les scrutins possibles dans les meilleurs délais. Oui, on dit souvent que les hommes passent et que les institutions demeurent. Les problèmes, eux, ne passent pas. Et si on ne les adresse pas correctement, ils finiront par s'installer durablement. Je lui souhaite la clarté, la fermeté et la constance nécessaires pour faire avancer ce qui doit l'être. Pour ma part, je pars sans détour, mais sans amertume inutile. L'histoire des institutions est écrite dans la durée. J'y ai pris part. D'autres prendront la leur. Je vous remercie. Avec la montée de l'insécurité dans plusieurs régions et le blocage actuel du processus, l'incertitude grandit au sein de la population. Dans l'intervalle, de nombreux signataires du pacte national envisagent de se retirer de ce compromis, ce qui risque d'aggraver la situation encore davantage. Toujours en Haïti, David Kossi, nouveau directeur départemental du ministère de l'Environnement. Une cérémonie organisée en présence de cadres de l'administration publique, des représentants d'organisations environnementales et de partenaires locaux marque un tournant important pour les politiques écologiques. En Haïti, le récit est signé Téléguinéen dans ce grand journal. L'accès aux ressources hydriques, pour l'accès aux ressources hydriques, la question de la ressource en eau, mais aussi la question des mines et des carrières. Donc il y a tout un ensemble d'enjeux qui nécessitent qu'on adresse avec la plus grande célérité parce qu'il y a une urgence et ça concerne directement la vie des populations. Et pour le Premier ministre, Alexis Dzefizeme, il a été clair dans sa feuille de route. Donc l'environnement doit être un levier de stabilisation et l'environnement doit être au cœur des priorités des actions gouvernementales. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'installer comme nouveau directeur quelqu'un qui est un fils du ministère, qui est fonctionnaire depuis 2006 au niveau du ministère de l'Environnement et qui a gravi. Et m'apporte par rapport à mon expérience et mes compétences sera toujours ouverte pour vous encadrer, pour collaborer avec vous, pour le bien-être des communautés, pour le succès du ministère de l'Environnement.
C'est la fin de ce grand journal pour ce mercredi 22 avril 2026. Avant de partir, couleur du temps sur Boston. À Boston, la météo prévoit un ciel couvert avec des périodes de pluie légères et des températures fraîches. Température, les maximales atteindront environ 46 degrés Fahrenheit l'après-midi, tandis que les minimales descendront à 39 degrés Fahrenheit. Des averses de pluie légères sont attendues avec une probabilité de 20% pendant la journée et 35 en soirée. Ciel globalement nuageux toute la journée, vent souffle du sud environ du sud pour aujourd'hui, humidité élevée occidentale autour de 70 à 80%. Pour ce aujourd'hui, aperçu dans la matinée entre 8h et midi, température entre 42 degrés et 45 degrés Fahrenheit. L'après-midi entre 13h et 17h, température stable autour de 46 degrés Fahrenheit. C'est la fin de ce grand journal. Merci de l'avoir suivi. Pour présenter le grand journal Erlich Dorelas depuis les studios de Swag Radio dans la capitale des grandes écoles du monde, Swag Radio on air avec du style. Alexa, Open Swag Radio, écoutez nos 24h sur 24 sur Alexa. Pour rester bien informé des infos sans cassure et sans bavure, c'est l'affaire de P-News Info à la vitesse de la lumière sur WhatsApp et sur Facebook. P-News, votre référence en matière d'infos. Brothers Café Créole, la référence en matière de cuisine haïtienne au 299 Main Street Everett, chiffré le 617 214 1425. Brothers Café Créole, the place to be, delicioso. Joyeux mercredi. N'oubliez pas de garder le sourire car ça rajeunit le visage. Au revoir, à demain.